Nicolas B, bonjour. Bonjour. On commence bien sûr par les attentats de l'Aude, Trèbes. Tout simplement, qu'en retenez-vous? Est-ce que ces attentats étaient évitables, comme l'a dit peut-être un peu vite Marine Le Pen? Je crois d'abord que de ces attentats atroces, on doit retenir le geste magnifique de bravoure, d'héroïsme du lieutenant-colonel Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver d'autres vies. Et puis, bien sûr, il faut maintenant analyser cette situation. Et on voit bien la défaillance de l'État à tous les étages, le laxisme à tous les étages, le laxisme dans l'octroi de la nationalité française, le laxisme dans l'immigration qui génère le communautarisme, le laxisme dans le judiciaire dont a bénéficié l'auteur de ces actes atroces, et le laxisme aussi dans le traitement de l'islamisme en France, puisque identifié dans les filières du djihad, fiché S pour radicalisation, il n'a jamais été inquiété, il circulait librement et il a pu commettre ces actes atroces. J'ajoute d'ailleurs qu'à l'ignominie et à la lâcheté, il a ajouté la sauvagerie, la barbarie, en égorgeant, en l'occurrence, le lieutenant-colonel Beltrame. Est-ce qu'il ne faut pas en même temps faire attention et ne pas aller trop vite? Par exemple, quand le Front National dit que s'il avait été expulsé, comme le Front National a demandé pour tous les étrangers fichés S, il n'y aurait pas eu de problème. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas étranger, il est de nationalité française. Mais ça aurait pu être évité. D'abord, il a bénéficié de la naturalisation. En même temps, il l'a eu automatiquement. Oui, voilà. Ce qui pose le problème du code. C'est le droit du sol, c'est la loi, oui, en l'occurrence, mais ça pose le problème du code de la nationalité. Et ça pose le problème, en effet, du droit du sol, qui est finalement l'octroi automatique de la nationalité française. C'est ce que la Révolution française. Non, non, ça n'est pas exact. Aujourd'hui, on a un code de la nationalité qui est extrêmement avantageux. N'importe qui, sans avoir fait le moindre effort d'assimilation, peut obtenir la nationalité française. Et ceux qui naissent en France en bénéficient automatiquement. Mais ça pose un problème qui est plus général. Finalement, la question, en effet, que vous avez posée, c'est de savoir si ça aurait pu être évité. Et la réponse est oui. Oui, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité parce que, tout simplement, s'il n'y avait pas eu l'immigration massive, s'il n'y avait pas eu l'acquisition automatique de la nationalité française, s'il n'y avait pas eu des décisions de justice extrêmement clémentes, avec aucune remise en cause de la nationalité française pour celui qui a commis des délits en France, s'il y avait eu l'expulsion d'un délinquant étranger ou d'un délinquant fraîchement naturalisé qui aurait dû être déchu de la nationalité française, eh bien, ça aurait pu être évité. Et il y a un discours que, moi, me choque énormément aujourd'hui, qui consiste à dire, finalement, c'est la fatalité. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas la fatalité. Évidemment, ça aurait été quelqu'un dont personne n'aurait pu penser à l'avance qu'ils commettent un acte atroce. On pourrait dire, en effet, c'était absolument impossible à déceler. Mais ça n'est pas le cas. Tous ceux qui ont frappé la France ont tous comme caractéristique depuis 3 ans. Tous ceux qui ont commis des actes terroristes en France sont issus de l'immigration, ont bénéficié de la générosité de la France, ont été régularisés pour certains, naturalisés pour d'autres, ont été condamnés par le système judiciaire, mais avec un laxisme absolument incroyable qui fait qu'ils n'ont jamais été inquiétés ensuite. Tous étaient identifiés dans les filières djihadistes. On a 10 000 fichiers S aujourd'hui. Alors justement, il y en a même, paraît-il, il y en a même... Combien sont réellement 25 000. Or, ça dépend des fichiers. Oui, ça dépend des fichiers. Le problème, c'est qu'on ne peut pas surveiller 25 000. Est-ce que vous êtes clairement pour l'incarcération de tous les fichiers S? Non, moi, je ne pense pas qu'il faille procéder de cette manière-là. La réponse, elle doit être à plusieurs niveaux. Alors, comment on fait pour déterminer ceux qui sont suffisamment dangereux pour être mis en rétention ou en prison? Il faut engager systématiquement des poursuites judiciaires contre tous ceux qui participent de ces filières djihadistes. Ensuite, ils sont 25 000. Non, mais il y a plusieurs cas. Il y en a beaucoup qui sont de nationalité étrangère. Dans ce cas-là, ils doivent être... Oui, mais là, ce n'était pas le cas. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Il faut une réponse complète. Ceux qui sont de nationalité étrangère, il faut qu'ils soient immédiatement expulsés. Ceux qui sont doubles de binationaux, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'ils soient déchus de la nationalité française. Emmanuel Macron a toujours été contre, y compris d'ailleurs quand il était ministre de François Hollande et que ce débat a animé largement notre pays pendant des mois. Ils doivent être déchus et ensuite également expulsés. Ensuite, ceux qui ont uniquement la nationalité française et qui veulent retourner leurs armes contre la France ou sont en lien avec une organisation terroriste, eh bien, ils doivent être inculpés. L'arsenal pénal existe et mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire derrière les barreaux. Mais ça ne suffit pas.
il faut aussi traiter le problème en amont. Et traiter le problème en amont, c'est en finir avec cette immigration totalement anarchique qui fait qu'on a aujourd'hui 270 000 personnes qui entrent chaque année légalement, auxquelles s'ajoutent des dizaines de milliers de clandestins. Et on a vu, par exemple, lors des attentats du Bataclan, que les filières de l'immigration, y compris l'immigration clandestine, servaient évidemment aux terroristes pour venir en France. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un amalgame entre l'immigration en général et le terrorisme? Non, moi je fais juste le constat lucide. Tous les immigrés, de très loin de là, ne sont pas des terroristes. Ah non, mais tous les terroristes sont immigrés ou issus de l'immigration. Pas toujours, il y a aussi des Français. Il y avait tous, en Normandie. Oui, tous sont issus de l'immigration et tous ont bénéficié, encore une fois, de la générosité de la France. Et il faut mettre fin à ce système-là. Finalement, on a des pouvoirs publics qui, à chaque fois, font preuve de compassion, ce qui est une évidence, mais ça n'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on attend d'eux. Il y a plus Après, que ça. Quels sont les actes? Une vingtaine d'attentats ont été déjoués dans la seule année de l'an dernier. Ça, vous il y en avez a raison. eu un, effectivement, le 21e, qui n'a pas été déjoué. Les services de renseignement, les services de police font un travail remarquable. Ce qui manque aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Après les attentats du Bataclan, on aurait pu espérer qu'il y ait des décisions de prise. Aucune décision. Après les attentats de Saint-Étienne-du-Rouvray ou de Nice, aucune décision. Si chaque fois il y a eu par exemple, la sortie de l'état d'urgence a été accompagnée d'une nouvelle loi sur les perquisitions, sur les périmètres de sécurité, sur les assignations à résidence. Mais pour quelle efficacité réelle? Prenez l'exemple. Il y a eu en effet une loi qui a été adoptée il y a quelques mois pour lutter contre le terrorisme, avec la possibilité, par exemple, de fermer des lieux de culte qui sont pris en main par les radicaux. Vous voyez bien qu'il y a des mesures qui ont été prises. Ou non, mais ça c'est la loi, c'est le cadre légal. Mais ensuite, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait des actes. Combien de mosquées radicales ont été fermées sur les centaines que compte notre territoire, qui sont des centaines de mosquées qui sont entre les mains de ces groupes, soit salafistes, soit dans la mouvance des frères musulmans? Combien ont été réellement fermées? Très peu. Et même, il y en a même beaucoup qui, après la fin de l'état d'urgence, ont été réouvertes au même endroit. Au même endroit avec Oui, mais on les compte sur les doigts d'une main. Pas suffisamment. C'est évidemment pas à la hauteur quand on a des dizaines de milliers de personnes qui sont identifiées comme participants de ces filières. Ça nécessite une réponse d'une très grande ampleur, avec des moyens considérables et une vraie volonté politique qui aujourd'hui fait totalement défaut. Est-ce que vous êtes pour le rétablissement de l'état d'urgence, comme l'a demandé Éric Ciotti, et pour l'interdiction du salafisme? C'est Manuel Valls qui l'a proposé hier. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des effets d'annonce. Il y a un cadre légal qui existe qui permet de faire déjà énormément de choses. Ce qui manque, encore une fois, c'est la volonté d'appliquer la loi avec une extrême fermeté, de poursuivre systématiquement ceux qui développent des thèses radicales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imams étrangers qui, aujourd'hui, s'expriment librement en France en appelant au djihad. Ils ne sont pas expulsés. Les mosquées radicales, j'en parlais à l'instant, ne sont pas fermées. Et puis, il faut évidemment traiter le problème en amont, parce que ce qui fait que l'islamisme se développe en France, c'est qu'on a laissé le communautarisme prospérer. Pourquoi il y a un communautarisme qui généralise dans certains quartiers, qui sont devenus des véritables zones de non-droit? Eh bien, c'est parce qu'on a eu l'immigration massive et qu'il n'y a jamais eu de volonté, ni même de moyens pour assimiler cette immigration. Et aujourd'hui, c'est devenu, par le nombre, totalement impossible. À Carcassonne, dans la cité dont est issu Redouane Lagdim, eh bien, les journalistes qui sont venus essayer faire des reportages ce week-end ont été très mal accueillis. Donc ça veut dire qu'il y a des complicités, ça veut dire qu'il y a des gens, peut-être très nombreux, sur notre sol, qui se sentent solidaires avec ce terroriste islamiste. Eh bien, là aussi, ça nécessite une fermeté absolue des pouvoirs publics, une réponse pénale très forte. On a bien compris. On change de sujet. La mise en examen de Nicolas Sarkozy pour soupçon de financement de campagne présidentielle par la Libye. Est-ce que pour vous, c'est la possibilité d'une affaire d'État, ou est-ce que c'est un acharnement de la justice contre Nicolas Sarkozy? Ce sont des faits présumés d'une extrême gravité. Et évidemment, s'il s'avérait être exact, ce serait une affaire d'État. Aujourd'hui, il faut laisser la justice travailler, mais il faut que la justice, l'institution judiciaire, veille non seulement à traiter ce dossier avec une grande impartialité, en enquêtant à charge et à décharge, mais surtout qu'elle veille aux apparences de cette impartialité aussi. Or, on le voit dans de très nombreuses affaires judiciaires, l'institution
la justice en France est utilisée, manipulée, mise en scène, et évidemment, ça nuit considérablement à la fois à la sérénité sans doute de l'enquête, mais également à la crédibilité de l'institution. Alors justement, vous reprenez un peu ce qu'a dit Marine Le Pen, qui a mis en cause l'impartialité de la justice, qui a contesté le contrôle judiciaire. Alors pourquoi? C'est une espèce de certaine complaisance. Est-ce que c'est parce que c'est sa politique de recherche de l'union de la droite, ou c'est parce qu'il y a aussi des affaires qui concernent le Front National? Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est simplement qu'on voit bien aujourd'hui que la justice fonctionne de manière différente selon les cas qu'elle traite. Avec Là, vous dites donc comme Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est une évidence, avec un degré de rapidité ou non en fonction des situations. On l'a vu pendant l'élection présidentielle. La justice se met à accélérer concernant un candidat, en l'occurrence, qui n'était pas celui que je soutenais, j'en parle très librement, celui de François Fillon. D'un seul coup, la justice se met à accélérer son processus normal, à faire en 2 mois ce qu'elle fait habituellement en 2 ans. On voit que c'est des circonstances tout à fait particulières et qu'elle est utilisée, elle est instrumentalisée politiquement. Quand on voit dans l'affaire Sarkozy que le juge qui s'en occupe est toujours le même juge qui s'occupe de toutes les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy ou ses amis, ça pose évidemment un problème. Ça donne le sentiment d'avoir une justice qui est spécifiquement adaptée à telle ou telle personnalité ou parti. C'est extrêmement malsain. Vous savez ce qu'a dit Florian Philippot? Il a dit que c'était navrant que par électoralisme, vous lanciez des signaux complaisants à la droite. Florian Philippot ne sait plus comment faire parler de lui autrement qu'en critiquant de façon un peu intempestive, un peu stupide comme ça le Front National. Il n'y a aucun signal particulier, simplement, nous, on a des principes. Et ces principes nous conduisent à pas adapter nos principes et nos analyses en fonction de la personnalité, même quand c'est un adversaire politique. Nicolas Sarkozy, on est en désaccord avec toute la politique qu'il a menée. Je crois que ce n'est pas la peine de l'expliquer ou de le démontrer. Ça a été suffisamment dit. Simplement, il doit pouvoir bénéficier d'un traitement judiciaire normal. Alors, les élections à Mayotte, vous aviez innové en soutenant justement le candidat Les Républicains au nom de l'idée de rassemblement des droites. Ça ne lui a pas porté chance, mauvaise pioche. Hein. Il a été battu assez sèchement par le candidat, la candidate La République En Marche, 54%, 1500 voix d'avance. Oui, enfin, il a été battu honorablement en l'occurrence. Pourquoi nous avons soutenu ce candidat? Eh bien, parce que la situation... Ça n'a pas marché, ça n'a pas été compris à première vue. Ça a été compris par une très large partie des électeurs, un peu moins de la majorité. La situation à Mayotte est dramatique. Mayotte a été totalement abandonnée par les pouvoirs publics depuis maintenant des années, des décennies même, livrée à une immigration clandestine qui est tellement massive qu'aujourd'hui elle menace l'ensemble de l'équilibre économique, social de l'île. Et ça nécessite évidemment de faire corps derrière les Mahorais qui sont lucides sur cette situation. Et c'est vrai que le candidat, en l'occurrence soutenu par Mansour Kamardine, sur place, eh bien, a fait une analyse qui est très proche de la nôtre sur à la fois la situation de Mayotte et aussi ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc vous ne regrettez pas d'avoir soutenu? Non, je pense que c'est objectivement, ce n'est pas un succès. Ça montre qu'on sert l'intérêt général. Ça montre qu'on défend des convictions et qu'on n'est pas dans une approche exclusivement partisane. Le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il aurait pu l'emporter. Ça s'est joué, comme vous l'avez dit, à nettement moins que la dernière élection, parce que là, il y a 1500 voix d'écart. Oui, mais vous savez, c'est la tendance souvent dans les élections partielles plutôt de consolider l'élection de celui qui a été élu à l'élection générale. On en vient à la SNCF, le bras de fer. Alors clairement, vous êtes de quel côté? Avec les cheminots qui font grève ou avec le gouvernement qui veut réformer la SNCF? Je pense que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, on ne peut pas être binaire. Il ne s'agit pas d'être derrière le... Si, là, il y a... Non, mais à la fois, nous ne sommes évidemment pas derrière un gouvernement dont on voit bien que la remise en cause du statut du cheminot est une première étape vers la privatisation. Vous êtes pour le maintien du statut? Et non seulement une privatisation sans doute de la SNCF à terme, mais aussi la suppression des lignes, c'est-à-dire la remise en cause du service public. Mais en même temps, on ne va évidemment pas, nous, soutenir des syndicats d'extrême gauche, la CGT en première ligne, qui a toujours en toutes circonstances trahi les travailleurs, les salariés dans notre pays, notamment en soutenant l'immigration. Eh bien, nous voulons une réforme en profondeur du statut du cheminot, mais il faut le maintenir. Pourquoi? Parce qu'un statut apparenté à celui des fonctionnaires, c'est la garantie d'un vrai service public, de la continuité aussi du service public, mais il faut que l'État assume à nouveau ses fonctions, qu'il arrête d'être dans une logique simplement de rentabilité à court terme pour maintenir ou non ce service public ferroviaire. Et ce qui va faire que des territoires ne seront pas abandonnés, ne seront pas enclavés, ce qui va permettre l'attractivité économique des territoires ruraux en France, c'est justement le maintien de ces lignes. Et quand elles ne sont pas rentables
à court terme, elles peuvent le devenir à long terme. Donc il faut réfléchir à l'aménagement du territoire dans notre pays sans être dans des considérations de boutiquier ou sans chercher à tout prix une rentabilité financière de très court terme. Où en est le Rassemblement national? Eh bien, il avance, il avance. Il avance, on n'entend plus parler. Les militants devaient le ratifier, c'est fait? Ce sera le cas dans les prochaines semaines, sous la forme d'un vote par correspondance. L'ensemble des adhérents du Front National auront la possibilité de choisir, ou non, mais je pense qu'ils le feront, de choisir ce nouveau nom pour notre mouvement. Et puis, dans la foulée, eh bien, nous y travaillons déjà, nous allons mettre en œuvre ce rassemblement. Ce n'est pas simplement un slogan ou un nom nouveau, ça correspond à ce que nous sommes aujourd'hui. Ça va se faire. Le Front National va devenir le Rassemblement national. Il y avait des contestations juridiques et tout ça va être réglé. Non, ça, il n'y a aucun problème juridique. Ensuite, c'est un choix politique qui revient à nos adhérents. Donc, je ne préjuge pas, mais j'ai le sentiment que ce choix va être approuvé par nos adhérents. Ça correspond à la réalité de ce qu'est devenu le Front National. On est un grand mouvement politique qui a rassemblé 11 millions de voix derrière Marine Le Pen à la présidentielle. C'est un changement de dimension. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être ce rassemblement. Face à Emmanuel Macron qui a rassemblé les mondialistes de droite et de gauche, nous devons rassembler tous ceux qui croient dans la nation. Alors, justement, il y a les élections européennes qui se profilent, avec la question de savoir qui va mener la liste. Alors, on dit que ça pourrait être vous, mais en même temps que ça provoque un TSB au Front National, tout sauf Nicolas Bay. Vous savez que ça fasse l'objet d'un débat, c'est normal, c'est même plutôt sain. Vous noterez, Gérard Leclerc, qu'il n'y a aucun parti politique qui, à l'heure où nous parlons, a désigné sa tête de liste aux élections européennes. C'est encore dans 15 mois. Je crois qu'il faut procéder par étapes. Moi, je suis aujourd'hui à la tête de notre groupe au Parlement européen. Nous travaillons sur le fond, sur le projet. Ce rassemblement dont je vous parlais à l'instant, c'est à la fois le rassemblement des Français en France pour ces élections européennes, mais c'est aussi le rassemblement de tous ceux qui, partout en Europe, veulent une Europe totalement différente de celle qui a été construite depuis quelques décennies. On a une Union européenne qui est antidémocratique dans son fonctionnement, dont les orientations politiques sont désastreuses. Aujourd'hui, ça s'exprime en Italie de manière spectaculaire, en Autriche, il y a quelques semaines, où nos alliés sont désormais au gouvernement. Ça s'exprime aussi en Pologne, en Hongrie. Il y a une aspiration très profonde des peuples à défendre une autre Europe, une Europe des nations, une Europe des coopérations, une Europe de l'identité, une Europe de la sécurité, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ils ont fait. Ils ont organisé la concurrence déloyale, intra-européenne et avec les pays à l'extérieur de l'Union. Ils ont organisé l'ouverture totale des frontières avec à la clé l'immigration, l'insécurité massive et même le terrorisme. Donc il faut en finir avec cette Union européenne. Il faut une autre Europe. Nous ne sommes pas anti-européens, nous voulons une vraie Europe qui soit à la hauteur de la civilisation européenne et des grands défis que nous devons relever dans les décennies à venir. Très vite, en quelques mots, une défection chez vous, puisque Robert Ménard, le maire de Béziers, a dit que pour la prochaine élection, il se passerait du soutien du Front National. Écoutez, c'est pas une défection, parce qu'il n'a jamais été au Front National. Non, et il était proche de vous, il avait été élu avec votre soutien. Eh bien, on verra s'il est capable de se faire élire sans notre soutien. Et puis, dernière question, là, vraiment brièvement, malheureusement, la réforme des institutions, 3 choses, moins de parlementaires, la limitation du cumul dans le temps et la proportionnelle. Est-ce que vous êtes prêt à la voter? Alors, on attend de voir exactement le contenu précis de ce texte. Le moins de parlementaires, nous y sommes favorables. Et d'ailleurs, pendant l'élection présidentielle, on avait développé l'idée d'avoir un Sénat et une Assemblée nationale avec beaucoup moins de sièges. Sur la proportionnelle, ce qu'on nous propose, ce sont des miettes de proportionnelle. Là, vous voulez la proportionnelle? Oui, mais nous voulons que la règle soit la proportionnelle avec éventuellement une prime majoritaire. C'est exactement le contraire de ce qu'ils font. Eux, ils veulent faire quelques miettes de proportionnelle, 5 ou 10% des sièges, c'est-à-dire quelques miettes de démocratie. La France mérite mieux. Donc vous ne savez pas encore si vous voterez ou si vous ne voterez pas? Non, on ne sait pas encore, mais il y a un certain nombre de choses qui vont indéniablement dans le bon sens, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour notre pays. Nicolas Bay, merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine.